Bonjour à tous et bienvenue à notre session e-présentation des membres et e-réseautage, une nouvelle session ce matin avec 5 entreprises membres de la Chambre que je vais vous présenter dans quelques instants. Très heureux de vous retrouver encore dans un format digital aujourd'hui. On espère que assez rapidement ces e-présentations vont reprendre un caractère plus physique, plus présentiel, ce qui devrait être le cas vraisemblablement à la rentrée. Donc, je vous le disais, 5 membres qui sont avec nous ce matin, la société allemande, la société Zénith, les montres Zénith, la société Multibureau, l'entreprise Gantner et puis la société Living Guard qui sont avec nous ce matin pour se présenter avec un format que vous connaissez, un format relativement court, 8 minutes par intervenant, et puis une part belle qui est laissée aux interactions et aux échanges, tout d'abord en plénière. Et donc, je vous invite au fur et à mesure des présentations à poser vos questions dans la box questions-réponses qui est en bas de l'écran. Donc, on aura une petite partie plénière pour traiter ensemble les questions que vous allez poser. Et puis ensuite, on sera divisé en sous-groupes de 5 à 6 personnes pour avoir un échange plus direct avec les intervenants, bien sûr, mais aussi entre nous. L'idée, c'est que dans ces formats digitaux, on puisse aussi placer l'humain au centre. Et donc, placer l'humain au centre, c'est laisser la part belle aux échanges entre chacun, entre les membres de la Chambre. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Peut-être remercier nos 5 intervenants qui ont pris du temps pour préparer leur présentation de ce matin, qui sont assez cadrés. On a 3 grandes parties sur le parcours, les projets, les attentes vis-à-vis du réseau. Et donc, ça demande un petit peu de travail, de préparation en amont pour cette présentation. Et puis du temps aussi pour être avec nous ce matin, pour échanger ensemble. Donc, soyez remerciés tous les 5 d'avoir pris ce temps et d'être avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous propose de commencer par la première présentation avec Guillaume Masclet, qui est le représentant du groupe Allemande ici en Suisse, qui a rejoint la Chambre tout récemment. Mais Guillaume, on se connaît déjà depuis quelques années dans tes activités antérieures et j'ai grand plaisir de te passer le micro et la caméra. C'est à toi. Merci Romain. Bonjour à tous. Effectivement, c'est avec plaisir que je viens avec une nouvelle entité, une nouvelle casquette cette année, donc sous Allemande. Je vais vous présenter effectivement notre activité qui est clairement un peu dans l'actualité et fortement depuis maintenant 1 an et demi, de par la situation sanitaire et économique. Donc, je vous propose que nous commencions. Rapidement pour ma part, donc issu d'une école de commerce à Toulouse, j'ai attaqué ma carrière comme chef de produit dans différentes grandes marques, comme vous pouvez le constater. Après 10 ans, j'ai changé de métier, donc toujours en région parisienne. Je suis rentré dans le monde de l'hébergement et des accès Internet, des télécoms, et puis c'était un peu les prémices également de la cybersécurité à ce moment-là. C'est surtout à cette occasion-là que j'ai rencontré Olivier Pantaléo, qui est un des 2 dirigeants de la société allemande. Après 3 ans, je suis revenu dans la région, puisque j'ai orné une partie de ma vie à Annecy, avec ma famille, où j'ai intégré une société qui existe depuis 30 ans, une belle société suisse qui s'appelle BFI, dans laquelle j'occupais donc le poste de responsable commercial et marketing, et où, de par cette activité, la cybersécurité était un des fondements. Suite à quoi, j'ai décidé de monter mes propres entités, une en France, une en Suisse. J'ai exclusivement gardé celle en Suisse, en ayant le rôle de manager IT pour les sociétés qui ne disposent pas d'équipe informatique. Donc, je m'occupe de la gestion des prestataires et de l'évolution et des projets informatiques. Et donc, l'année dernière, début 2020, Olivier Pantaléo m'a contacté pour me faire part de son projet, donc du début de l'internationalisation du groupe, avec cette première étape en Suisse, donc à Genève en l'occurrence, et le souhait qu'on travaille ensemble donc, au bon développement d'Allemande. On peut passer à la slide suivante. Donc, Allemande, merci, fait partie du groupe iField. C'est à peu près 230 employés. Alors, ça change évidemment tous les mois. Actualité oblige, on est plutôt en phase d'ascendance et de croissance.
33 millions de chiffre d'affaires. Almond représente à peu près les 2 tiers de chiffre d'affaires. Petite parenthèse, Rempart, donc, est l'autre entité du groupe qui est sur la partie intégration et services managés. Là aussi dans le domaine évidemment de la cybersécurité, du cloud et des infrastructures. Pour la partie allemande, on va être plus sur le côté audit, consulting et accompagnement de nos clients à la mise en place des bonnes pratiques, des bons process pour sécuriser les environnements et inscrire ça dans le temps, puisque c'est une des données très importantes et primordiales. Mais également, on va accompagner tout le monde dans l'entreprise au travers de nos formations. On a une Almond Institute, en fait, qui est une équipe de formation, et on dispose également de notre propre outil de e-learning, car malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, aujourd'hui, plus de 50% des attaques passent par les employés. Donc, il est important de sensibiliser chacun des employés, de faire prendre conscience que le pont entre la vie privée et la vie professionnelle est direct et qu'il n'y a pas de barrière. Nous sommes constitués d'environ 150 experts. Là aussi, c'est pareil, ça change toutes les semaines. En Suisse, on a déjà lancé 2 recrutements. On existe depuis le mois de mars. On a déjà ouvert 2 postes, tout simplement parce que l'actualité depuis maintenant 1 an et demi et l'arrivée de la pandémie a largement accéléré les phénomènes d'attaque. Donc, on est clairement sur une croissance en termes d'employés, de chiffre d'affaires, d'activité. Vraiment, et ça concerne toutes les entreprises de ce secteur d'activité. On a 3 bureaux et bientôt un 4e à Lyon qui est en train d'ouvrir, avec bien sûr notre filiale de Genève. Nos clients on en a à peu près 200 actifs, un peu plus de 200 actifs, sont des clients issus principalement du monde du CAC 40, et donc on couvre des secteurs principaux comme la banque, l'assurance, aussi le luxe et tout ce qui est retail, qui est clairement exposé aujourd'hui à tous ces phénomènes de cyberattaque. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, en termes de développement, on a 3 axes principaux. Le premier s'appuie clairement sur nos clients. Vous avez compris, nos clients sont plutôt internationaux et pour la plupart disposent d'entités en Suisse qui ont cette particularité d'avoir une certaine autonomie de fonctionnement pour diverses raisons, et notamment sur le fait que la Suisse, et notamment la protection des données, est légiférée par une loi, la LPD, qui existe depuis bien plus longtemps que le RGPD, et donc qui donne, je dirais, une direction par rapport à ça aux sociétés suisses qui est plus ancienne, qui est pour nous aussi une façon d'apporter un service de proximité plus fort vis-à-vis de nos clients qui apprécient évidemment la démarche. Le deuxième axe, c'est s'appuyer tout simplement sur nos réseaux de connaissances. Moi, ça fait 8 ans donc, que je suis revenu dans la région. Mes associés sont en Suisse depuis plus de 3 ans maintenant. Toute cette approche nous permet effectivement de bénéficier de recommandations et je dirais de cette phase de prise de confiance de façon plus accélérée. Et évidemment, ça nous fait gagner pas mal de temps. Et puis, on a un autre axe qui, pour nous, est important, c'est je dirais, la mutualisation des discours avec d'autres acteurs dans d'autres secteurs, notamment l'assurance, les courtiers et bien évidemment les études d'avocats. Cette rationalisation du discours sur un objectif qui est similaire et qui concerne l'intégralité des entreprises. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, les soucis de cybersécurité concernent tout le monde, toutes les entreprises. Il n'y a pas de distinction à faire par rapport au secteur d'activité. Et je dirais qu'à toutes les étapes, que ce soit dans le légal, dans l'assurance qui devient primordial, et dans le traitement au quotidien donc des infrastructures et des process, il est pour nous intéressant de mutualiser nos forces. Slide suivante. Quant à nos attentes, elles sont simples. Aujourd'hui, on a bien évidemment les équipes et les compétences en interne suffisamment d'experts pour répondre à une attaque et accompagner nos clients, non seulement dans le traitement pur de l'attaque, mais aussi dans tout ce qui
dans tout ce qui entoure une attaque, un blocage, un vol de données, etc. Mais pour nous, il est aussi tout aussi essentiel de faire de la prévention, de faire de la sensibilisation, presque de l'évangélisation autour de l'importance aujourd'hui de prendre en considération ces problèmes de cyberattaque, et notamment sur les PME. Clairement, les grands groupes ont déjà fait le pas, tout simplement parce que leur exposition est plus historique, je dirais, et qu'ils ont clairement peut-être plus les moyens ou la volonté politique interne de le faire. Mais aujourd'hui, clairement, il faut que les PME notamment comprennent que toutes les entreprises sont exposées. Les PME, comme n'importe quelle entreprise, disposent de données personnelles, et c'est ça qui a de la valeur, peu importe le secteur d'activité. C'est pas là le sujet des hackers. Le sujet, c'est de récupérer des données et de revendre ces données sur le marché. Donc, notre travail, en premier lieu, est vraiment se situe à ce niveau-là. Et pour nous, il est important de s'appuyer sur des acteurs comme la CCIFS, clairement, qui ont aujourd'hui un rayonnement qui couvre tous les secteurs d'activité. Et puis surtout qui sont en place depuis un certain nombre d'années pour justement relayer un peu ce message. Et j'ai été plus rapide que le temps qui m'était. Bravo Guillaume, merci beaucoup pour cette présentation claire, concise et droite au but. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions dans la chat box qui est en bas. On a envoyé un petit message pour vous inviter à le faire. Donc n'hésitez pas, on prendra les questions à la fin de l'ensemble des présentations pour tenter d'y répondre avec les intervenants avant le passage en sous-groupe, en plus petit comité. Voilà, on va passer à une deuxième présentation avec un secteur d'activité complètement différent, celui de l'horlogerie, avec Jean-Philippe Masson, qui est brand manager pour la Suisse au sein du groupe Zénith, des montres Zénith. Jean-Philippe, c'est à vous. Merci Romain. Alors bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Philippe Masson, je suis directeur du marché suisse chez Zénith, qui fait partie du groupe LVMH. Donc, je suis très heureux d'échanger et de vous présenter cette belle manufacture horlogère. En quelques mots, pour vous expliquer un peu l'histoire de Zénith depuis sa création en 1865, Zénith est vraiment devenue la première manufacture horlogère au sens moderne du terme, disons, qui ont accompagné, on va dire, des figures extraordinaires, qui rêvaient grand et qui s'efforçaient vraiment de réaliser l'impossible. Donc, on peut penser au vol historique de libre stratosphérique de Felix Baumgartner, qui a vraiment établi un record. En somme, on peut dire que Zénith existe vraiment, c'est notre philosophie, pour inspirer des individus à poursuivre leurs rêves, à les réaliser contre vents et marées. Donc, c'est vraiment que Zénith existe et que nous créons des montres, des œuvres et nos créations. Alors, avec l'innovation comme fil conducteur, on propose des mouvements qui sont exceptionnels, qui sont développés, qui sont fabriqués en interne, au Locle, dans nos montagnes neuchâteloises, et que ce soit du premier chronographe automatique qu'on appelle le El Primero, qui est vraiment reconnu dans notre industrie, dans notre univers, ou au chronographe le plus rapide du marché, avec une précision au 1 centième de seconde, qu'on appelle le El Primero 21, notre manufacture, Zénith, repousse toujours les limites du possible. Donc, depuis notre création, depuis 1865, on façonne vraiment l'avenir de l'horlogerie suisse en accompagnant ceux qui et briser des barrières. Donc, voilà, on a implémenté ça dans une philosophie qu'on appelle Time to Reach Your Star. C'est le moment d'atteindre son étoile, d'atteindre son projet. Donc, en fait, depuis ces plus de 150 ans, Zénith s'enorgueillit vraiment de son histoire, on va dire, prestigieuse, une innovation technique qui repousse toujours les limites et qui allie vraiment la tradition, notre histoire, notre héritage et un esprit vraiment dynamique, d'avant-garde que je vais vous expliciter dans les slides qui viennent. Donc, en gros, on peut dire qu'on n'écrit pas seulement notre futur, mais notre motto, c'est vraiment qu'on écrit celui de
l'avenir de l'horlogerie suisse. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, quelques éléments plutôt personnels. C'est vrai qu'après avoir passé une dizaine d'années dans l'industrie du luxe, en commençant par des maisons comme Boucheron, Place Vendôme à Paris ou Van Cleef & Arpels aux États-Unis, dans l'horlogerie et dans la joaillerie, je suis rentré chez Louis Vuitton. J'ai passé 6-7 ans donc au sein du groupe LVMH, en charge du marketing client, du développement de la clientèle pour offrir la meilleure expérience possible à nos clients, car on sait que dans l'univers du luxe, les émotions, l'expérience est très importante. Donc, c'est à nous vraiment de garantir cela. Et je suis arrivé en Suisse il y a maintenant 3 ans, où j'ai intégré la maison Roger Dubuis au sein du groupe Richemont, en charge du développement des boutiques à travers le monde, du retail. Et enfin, j'ai rejoint Zénith il y a un peu plus de 4 mois, donc c'est tout nouveau, qui fait partie du groupe LVMH, donc de retour dans le groupe. Et donc, je suis en charge du marché suisse qui va de la distribution au marketing, à la finance, en passant par les médias et autres éléments. Et mon objectif est vraiment d'apporter une dimension, on va dire, retail, expérientiel, tournée client, dans le sens où c'est vraiment ce que recherchent les nouvelles générations et c'est ce qu'il faut qu'on offre au quotidien à nos clients. S'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne nos projets en développement, comme je vous l'ai mentionné, la manufacture Zénith est située au Locle, donc dans le berceau de l'horlogerie suisse, donc dans nos montagnes neuchâteloises, donc un lieu vraiment chargé d'histoire horlogère. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'architecture caractéristique de notre manufacture se distingue par sa façade qui est habillée de briques peintes en blanc et rouge. Et ça compose vraiment avec fierté le nom de la marque, ainsi que les lettres GFJ, qui sont les initiales de notre fondateur, Georges Favre-Jacot. Et donc, l'un des éléments, des projets sur lesquels on travaille, c'est une rénovation partielle de notre manufacture qui sera ouverte à partir de septembre. Et on vous invite à venir la découvrir, la visiter et connaître plus en détail l'histoire de Zénith. Et on serait vraiment heureux de vous y recevoir. Ensuite, un autre élément, c'est, je vous en ai parlé, le retail, nos boutiques en propre. Nous avons une quinzaine de boutiques à travers le monde et l'une de nos priorités est vraiment de développer des écrins pour notre marque afin que nos clients, nos prospects, autres partenaires puissent vraiment nous rejoindre, découvrir la marque dans notre univers qui nous est propre et pas seulement chez des partenaires qui proposent plusieurs marques. Donc, on travaille vraiment à cela. Et sur le marché suisse, on aura 7 boutiques à la manufacture et on compte également en ouvrir dans le futur. Et enfin, un dernier élément, Zénith est connu au sein de collectionneurs, de passionnés d'horlogerie, mais un des éléments principaux sur lesquels il faut qu'on travaille et qui est en projet, c'est le besoin de notoriété, de plus de notoriété et de désirabilité, on va dire, au sein de nouvelles communautés qu'on ne touche pas forcément encore aujourd'hui. Voilà, un travail très important, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, est fait actuellement en Chine avec des expositions qui retracent notre histoire. Et on travaille vraiment au développement également de collaboration avec des ambassadeurs de marques forts. Donc, c'est des choses que vous allez découvrir dans les semaines, mois qui viennent si vous suivez l'actualité de Zénith. Voilà. Et dernière slide, s'il vous plaît. Voilà, et en ce qui concerne nos attentes, le premier, c'est vraiment informer. Alors, informer les membres de la Chambre sur notre expertise horlogère, les faire rentrer dans cet univers qui est très spécifique, très intéressant, qui allie, comme je l'ai dit, technicité, design, émotion, savoir-faire. Et lorsqu'on rentre dans cet univers, on a du mal à en ressortir, mais aussi informer et s'informer d'autres industries, donc échanger avec les différents membres, ce qui m'amène à mon deuxième point, qui est vraiment le fait de connecter entre les membres, s'assurer qu'on a vraiment un échange régulier
entre nous, parce que je pense que c'est par la régularité qu'on avance. Donc, on est ouvert, on est vraiment là pour échanger avec n'importe qui, n'importe quel membre. Et le dernier élément, c'est apporter de la valeur. C'est un mot qui nous est cher, que ce soit à travers des événements, des présentations de pièces, la présentation de notre manufacture, ou juste échanger sur, comme on l'a dit, sur notre industrie et échanger, avoir des échanges de valeur entre nous, voilà, pour faire avancer, que ce soit notre business, nos projets, nos relations. Voilà, pour moi, je pense avoir maintenu le temps. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci de nous avoir fait un petit peu rêver vers les montagnes de Châteloise où on se verra d'ailleurs jeudi. Et donc, je me réjouis de vous rencontrer à cette occasion. Et puis, nous avoir fait rêver aussi avec cette marque iconique qui est Zénith, propriété du groupe LVMH, avec Tag et Hublot, qu'on connaît également. Et j'espère qu'on aura de nouveau, on l'avait fait par le passé, l'occasion d'organiser une visite de la manufacture au Locle directement chez vous. En tout cas, merci pour votre présentation. On va maintenant changer de domaine et on va partir dans les bureaux partagés avec Christelle Herzog, qui est la manager de la filiale suisse du groupe Multibureau basé à Genève. Christelle, la parole est à toi. Merci Romain, bonjour à tous. Écoutez, je suis également ravie de pouvoir participer ce matin et de pouvoir vous présenter Multibureau. Donc voilà, merci Pierre-Marie. Donc Multibureau, donc, qui est un groupe français, hein. Nous sommes une filiale d'un groupe lyonnais, un groupe immobilier lyonnais qui s'appelle VGP, Vendôme Gestion Participation, et qui est détenu par la famille Billon, Paul Billon et ses fils, qui sont basés ici à Genève. Donc l'entreprise existe depuis 1985, donc avec 35 ans effectivement d'expertise. On a 25 adresses aujourd'hui réparties sur 3 pays, donc la France, la Belgique avec 5 centres et un centre en Suisse qui a ouvert en 2016 et dont j'ai le plaisir de m'occuper depuis 2017 avec donc l'essentiel de nos adresses qui sont basées en France. Et aujourd'hui, notre clientèle représente environ, sur tous nos centres, 6 000 clients. Notre cœur de métier, c'est les solutions de travail flexibles. On est basé ici à Genève sur un très beau bâtiment moderne qui se situe en plein centre-ville, à 2 pas de la place Bel-Air dans le quartier des Banques. Et on propose 4 produits, on va dire, principaux qui sont les bureaux privatifs sur des solutions clés en main qui sont opérationnelles très vite. Donc, c'est vraiment, vous arrivez, vous vous installez, vous travaillez. Nos espaces sont modulables. Donc, aujourd'hui, on propose des formules aussi pour permettre de mixer le bureau et le télétravail. Donc, des bureaux privatifs, mais aussi du coworking avec des abonnements sur différentes durées. Vous travaillez, quand vous avez un abonnement dans tous les centres multibureaux, librement, et vous profitez de nos espaces qui sont calmes, qui sont pensés, donc effectivement, fort, donc dans tous nos centres multibureaux. Des salles de réunion que vous pouvez louer pour 1 heure, une demi-journée, une journée, avec là aussi beaucoup de lumière, parce qu'on est sur un bâtiment qui est très très lumineux, pour donc, vos rendez-vous, vos formations. On a une salle qui peut être utilisée pour des formations. Et puis ensuite, des services à la carte. On a une équipe ici, une équipe de 3 personnes, une équipe professionnelle qui est à votre service pour vous proposer des services complémentaires, de l'assistanat. On vous propose des pauses également dans nos salles de réunion. Donc, vraiment une palette de services à votre disposition. Et puis également donc, un service de domiciliation d'entreprise pour les entreprises qui commencent et qui ont besoin dans un premier temps et juste d'une adresse. On s'occupe, nous, de tous les services, réexpédition, accueil, gestion du courrier. On peut aussi proposer une ligne téléphonique avec une réception d'appels, un transfert de messages. Bref, c'est vraiment une solution qui est très complète et une solution évolutive dans le sens où on accompagne aussi nos clients en fonction de leur développement. Un client peut commencer, on a beaucoup de cas, des clients qui ont pris une adresse, qui ont évolué vers du coworking ou des bureaux et on accompagne vraiment nos clients dans leur développement. Voilà, slide suivante. Merci.
Mon parcours personnel, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans les métiers de service. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Je privilégie donc, la proximité avec mon équipe. Je vous le disais, on est une équipe de 3 ici sur Genève. La qualité de service, c'est ce qui est le plus important pour nous. Nos clients sont vraiment au cœur de nos préoccupations. Et donc, moi, je travaille chez Multibureau depuis juillet 2017. Donc, comme je vous le disais, on propose environ 1000 m² d'espace en plein centre de Genève et on offre de la flexibilité aux entreprises dans l'espace, dans le temps. Vraiment, on s'adapte et là, on est vraiment dans une grosse adaptation, on va dire, par rapport à cette évolution des façons de travailler avec cette crise sanitaire. Donc, on repense, tout le temps, on propose vraiment de la flexibilité, on est vraiment à l'écoute vis-à-vis de ces nouvelles façons de travailler. Et ce qu'on propose effectivement, c'est vraiment des solutions sur mesure, sans les contraintes d'engagement d'un bail classique, puisque nous, on est vraiment sur des durées très flexibles, 3 mois minimum pour un bureau. Ça se renouvelle automatiquement avec 3 mois de préavis à tout moment, donc c'est vraiment une grosse flexibilité. Auparavant, j'ai travaillé presque 10 ans chez Sixt, location de voitures, sur des fonctions opérationnelles. J'étais responsable d'agence à Paris, la gare Montparnasse notamment. Et ensuite, je suis passée au siège sur de l'accompagnement transversal d'équipe, sur la formation, audit interne. Et j'ai travaillé également à Paris chez Regus, donc un gros concurrent de Multibureau, sur la gestion de centres d'affaires de différentes tailles. J'ai pu travailler dans plusieurs centres parisiens, dont le plus gros qui se trouve avenue Hoche, et du coup, une belle expérience également. Slide suivant. Les projets en développement, c'est la recherche d'un bâtiment pour l'implantation d'un deuxième centre à Genève. Les recherches ont été un peu mises en stand-by avec la crise sanitaire, mais on va reprendre nos recherches pour ouvrir un second site. On propose tous les ans, depuis 3 ans, donc là, la 4e édition, donc c'est une semaine, ça s'appelle Smile at Work, dans tous nos centres multibureaux. Donc là, on adapte un petit peu, on appelle ça, ce qu'on va faire, c'est du digital, donc un mix entre on va dire des programmes online et puis des choses en présentiel. On proposera donc 8 webinars en français et en anglais. Tous les jours, une vidéo courte qui est envoyée à nos clients. Et puis en présentiel dans nos centres, des activités, donc massage individuel, un petit déjeuner d'ouverture pour lancer la semaine, une pause healthy avec un livret de recettes offert à nos clients. Donc bien sûr, vous êtes cordialement invités et bienvenus si vous souhaitez vous joindre à nous pour participer aux activités en présentiel, mais également online. Et puis, un autre projet, on a lancé une étude jusqu'à fin juillet, vers de nouvelles organisations de travail. Donc, actuellement, cette étude est menée pour déterminer un petit peu les organisations de travail qui se mettent en place et qui se profilent pour la fin d'année, avec tous les changements liés à cette crise sanitaire. Et pour nous, le résultat de cette étude servira aussi à encore nous adapter et adapter notre offre de services pour mieux répondre aux besoins des entreprises et aux attentes actuelles des salariés. Donc, vous avez le lien qui s'affiche si vous souhaitez participer. N'hésitez pas. Slide suivante. Merci. Et donc, nos attentes relatives à l'adhésion, dans un premier temps, nous, on a adhéré à la Chambre et elle nous a accompagnés dans nos démarches pour l'ouverture de notre centre Genevois, qui a ouvert en 2016. Donc, c'était vraiment une grande aide pour Multibureau. On a des attentes effectivement de développer des opportunités de réseautage via les événements organisés par la Chambre, donc en présentiel. On espère tout le monde reprendre très vite pour se voir en vrai. Et puis nous faire connaître et valoriser nos solutions flexibles à l'heure du retour au bureau et des enjeux immobiliers qui sont importants en ce moment pour les entreprises. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre disposition pour vos questions.
Merci beaucoup, Christelle, pour cette présentation et d'avoir partagé avec nous ces projets, des projets importants avec un nouveau bâtiment à ouvrir, on va dire, dans les prochains mois, hein, pour laisser un petit peu un petit peu comment dire, d'incertitude aussi sur le timing. Mais j'imagine que voilà, c'est un projet qui est assez prégnant pour vous. Et puis, toute cette animation que vous mettez en place aussi au sein des centres multibureaux. Alors, c'est vrai à Genève, mais aussi dans les autres localisations où vous êtes en France et en Belgique. Merci en tout cas pour cette présentation encore une fois. Et je vous propose maintenant de passer à la suivante avec Philippe Deloison, qui est le représentant du groupe Gantner ici en Suisse, à qui je vais maintenant tout de suite passer la parole. Philippe, c'est à vous. Philippe, je ne sais pas si vous êtes peut-être sur mute. Voilà, je pense que c'est bon. Parfait, on vous entend. Bonjour. Merci Romain pour ce passage de relais et bonjour à tous. Donc on vient de passer sur l'organisation du travail et assez étonnamment on va le rester. Donc Gantner est une société autrichienne à l'origine, quasiment une quarantaine d'années sur le marché à l'international. Donc une société qui a presque 500 employés dans le monde entier et qui a une spécialisation très particulière puisqu'en fait on est sur la technologie de tout ce qui est sans contact NFC ou RFID, c'est-à-dire le contact entre des badges et des produits. Et en l'occurrence, on est sur des produits de rangement, des produits de casier de rangement, des produits de vestiaire, comme vous pouvez le voir sur les illustrations, mais également aussi tout ce qui est consigne click and collect. Alors, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec cette crise Covid avec des évolutions, on va le voir, avec des évolutions et des demandes qui ont explosé sur tout ce qui est sans contact et click and collect. Et aujourd'hui, on est vraiment présent dans de nombreux secteurs d'activité sur lequel la notion de rangement est un point essentiel. Donc, que ce soit les bureaux, que ce soit tout ce qui est santé, l'éducation avec les universités et bien sûr des secteurs qui ont très souffert, beaucoup souffert de la crise, tout ce qui est fitness, piscine, les musées, tout ce genre d'activités, d'attractions qui s'est arrêté pendant un an. Donc, on a de très belles références à l'international. Vous pouvez voir ici quelques noms qui ont été cités au niveau bancaire, au niveau assurance, au niveau grand groupe. On a des sociétés également en France qui, dans les 2 dernières années, nous ont fait confiance, que ce soit des banques type pour Sorama, PepsiCo ou même du nucléaire. Et sur la Suisse, on a des très beaux projets qui viennent se terminer au niveau du groupe Richemont et en l'occurrence chez Cartier, où on a réalisé différents projets d'équipement de casiers de rangement pour le personnel, qui même si il s'est retrouvé partiellement à être à la maison, en home office, est également en présentiel et a besoin de ce genre d'outils. Alors, le groupe aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires de 70 millions. Par contre, un énorme élément est arrivé en fin d'année dernière. Nous avons été rachetés par une société espagnole, le groupe Salto, qui aujourd'hui propose des solutions de contrôle d'accès que vous avez peut-être déjà pu voir quand vous allez à l'hôtel, c'est-à-dire avec votre badge de chambre pour pouvoir ouvrir votre chambre. Et donc, c'est un élargissement du potentiel pour les solutions de Gantner qui est très, très intéressante, pas uniquement les hôtels, bien sûr, également les bureaux et les hôpitaux. Le slide suivant. Donc, pour ce qui concerne mon parcours, c'est un parcours dédié au développement de marché depuis plus de 20-25 ans, donc en B2B, avec des secteurs très diversifiés, mais qui ont une ligne directrice, donc que ce soit aussi bien le secteur de la chimie au départ, le secteur électrique, donc même des activités dans les applications domestiques. Mais c'est surtout au niveau de Somfy, une entreprise française que j'ai représentée en Suisse pendant près de 5 ans,
auprès des architectes et des investisseurs, où là, on s'est retrouvé sur un développement dans le bâtiment qui est très important aujourd'hui, c'est la digitalisation du bâtiment. Et c'est une tendance très lourde qui est en train de se développer de plus en plus. On parle aujourd'hui d'installation de produits, mais on parle surtout de gestion logicielle, interaction, connectivité, interconnectivité avec d'autres éléments du bâtiment. Et c'est ce savoir-faire que Gantner peut mettre en œuvre également dans les projets. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, je le disais, le Covid, depuis 1 an et demi, nous a amené des gros changements, des très, très gros changements. Les attentes des entreprises ont évolué. Donc, on a eu des scénarios d'occupation dans les bâtiments qui ont bougé. La distanciation physique est dans toutes les bouches, derrière le masque, bien sûr. Et bien sûr, il faut assurer la sécurité au niveau des employés. Et tout cela, bien sûr, a un coût maîtrisé. Et de nombreuses réflexions se sont faites sur l'optimisation des espaces. On vient de l'évoquer avec Multibureau, mais ça reste aussi le cas pour les sociétés qui ont des bureaux à exploiter. Donc, le projet de Gantner, c'est d'offrir des services aux gestionnaires de parcs immobiliers pour tout ce qui concerne la réservation de salles ou d'espaces de rangement, puisque avec les deux entités, on peut couvrir ces deux secteurs. Et bien sûr, leur donner la visibilité de l'utilisation de leurs ressources en les optimisant grâce à des outils informatiques dont je parlais auparavant. Ce qui, bien sûr, permet aussi à l'utilisateur d'avoir une expérience étendue, ce que des solutions simples en fermeture avec des clés basiques ne permettaient pas. Et aujourd'hui, si on se projette à quelques années, on a des logiciels qui s'installent dans les bâtiments qui permettent de gérer, pour les professionnels, gérer les installations de l'entreprise et pouvoir optimiser le cycle de vie des produits. Et cette intégration, c'est une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, moi, mes attentes au niveau de l'adhésion, c'est de pouvoir être à la fois impliqué auprès de décisionnaires et gestionnaires de parcs immobiliers, puisque aujourd'hui ils sont confrontés à des nouveaux challenges, et de leur apporter des solutions. Les architectes et les agenceurs sur des nouveaux projets se retrouvent aujourd'hui à avoir besoin de visibilité plus importante, et c'est cette visibilité qu'on leur apporte. Et bien sûr, quand on se retrouve aujourd'hui à avoir des projets de réaménagement, de pouvoir être mis en contact avec des décideurs et de leur apporter les solutions les plus appropriées. Merci beaucoup et je reste à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Philippe. Désolé, j'avais un petit peu de mal à me reconnecter. On voit un secteur d'activité un petit peu commun, ou en tout cas connexe à celui de Multibureau, avec en sous-jacent vraiment cette réorganisation du monde du travail, cet équilibre télétravail bureau, les nouvelles organisations des entreprises. Et je pense que ça va être un sujet qui va être encore plus d'actualité maintenant que le retour s'opère, pas encore de manière tout à fait normale, mais en tout cas s'opère un peu plus. Et on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont vraiment dans des phases de réflexion, voire parfois déjà d'action sur ces sujets-là. En tout cas, merci pour votre présentation. Je vous propose maintenant de passer à la dernière présentation avec Xavier Payou, qui est Senior Vice President chez Livingward, ici en Suisse. Et donc, ce sera la dernière présentation de la matinée. Et ensuite, on passera aux questions-réponses. J'ai vu qu'il y en avait déjà un certain nombre auxquels les intervenants avaient répondu en live dans la chatbox. Et puis, on prendra un petit peu de temps pour traiter les autres à la fin de la présentation de Xavier. C'est à vous. Bonjour à tous, merci Romain pour cette transition. J'en profite également pour remercier toute l'équipe de la CCIFS de me permettre de présenter Livingward aujourd'hui. Je vais commencer par quelques mots concernant mon parcours personnel. Donc, j'ai rejoint Livingward il y a un petit peu moins d'1 an.
avec en tant que responsable, directeur commercial pour tout ce qui est vente et donc business development en Europe, avec la volonté de mettre à profit mon expérience passée chez Dow, donc qui est un producteur de plastique et de matières, de produits chimiques, et l'expérience technique et commerciale donc au sein de cette entreprise. Sur les 20 années précédentes. J'ai pu, à cette occasion, travailler dans plusieurs pays en Europe, aux États-Unis, en Afrique, ce qui m'a permis de bien comprendre les façons de commercialiser des technologies et des produits qui sont essentiels à chacun d'entre nous tous les jours, en m'appuyant sur un background technique d'ingénieur en chimie des polymères et en textile. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, juste pour recadrer un petit peu Living Guard, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Un des produits, donc Living Guard existe depuis 2014 et est issu de la recherche, du développement d'une technologie antibactérienne qui avait développée en 2010, qui avait comme objectif de supprimer les odeurs sur les textiles. Donc, à l'origine, Living Guard était plutôt axé sur la commercialisation de la technologie et à la faveur de la crise qui a offert une plateforme assez importante pour Living Guard, puisqu'on a pu démontrer des propriétés antivirales également de ces technologies. On a été amené à transformer notre business d'une société technologie à une société pouvant aussi fabriquer des produits. Certains d'entre vous ont peut-être déjà des masques Living Guard tels que celui-ci. Et c'était assez nouveau pour nous. Et fort de cette expérience, on continue à transformer notre business model en allant vers un mix qui consiste à promouvoir la technologie et appliquer la technologie chez des industriels, et ainsi que de développer des produits finis que les consommateurs ou les entreprises peuvent utiliser chaque jour pour mieux se protéger, pour amener de l'hygiène, plus d'hygiène dans notre quotidien. Donc, il s'agit vraiment d'une technologie qui a pour objectif d'apporter des traitements durables et sûrs et efficaces, évidemment, pour désinfecter des surfaces, donc plus longtemps, plus propres. Notre société a évolué. Fin 2019, nous étions une trentaine de personnes et aujourd'hui, nous sommes plus de 120 avec une présence globale. Le siège est à Zug, en Suisse alémanique. Nous avons aussi des laboratoires et nous avons aussi des structures en Inde. Également ouvert des bureaux en Asie, à Singapour et aux États-Unis. Étant une société quand même technique, une large part de notre savoir-faire doit être protégée au travers de brevets et c'est évidemment une activité importante. Slide suivante. Il y a trois éléments sur lesquels je voudrais insister aujourd'hui lorsqu'on parle de projets en développement. Comme je le mentionnais précédemment, il y a donc le souhait et la réponse à un besoin de plus d'hygiène de façon plus durable, donc qui se fait au travers de produits, comme je vous l'ai montré, et de technologies qui peuvent être appliquées aussi bien sur des textiles, sur des plastiques, sur du papier, dans des domaines de filtration. Donc, il y a vraiment tout un tas d'applications dans le médical, dans le cercle privé, dans les transports. Donc, ça, ce sont des travaux, je dirais, assez traditionnels que l'on fait. Un aspect aussi important est d'avoir des solutions plus durables. Si je reprends l'exemple du masque, un des piliers de ce développement était d'offrir une alternative au masque à usage unique
et donc de pouvoir avoir un masque qui pouvait se réutiliser avec la même efficacité pendant plus de 6 mois, pendant plus de 200 jours, ce qui veut dire de remplacer, sachant que pendant cette pandémie, chaque personne utilisait 1 à 2 masques à usage unique par jour, de remplacer entre 200 et 400 masques. Donc, on a vendu environ 20 millions de masques à ce jour, ce qui représente à peu près 4 milliards de masques économisés. Donc, cette volonté est forte. On a comme ambition de ne pas créer de nouveaux problèmes. Le troisième axe qui est aussi important, c'est comment amener la technologie pour contribuer socialement à apporter des solutions. Là, plusieurs exemples, je vais vous en citer 2. Donc, évidemment, équiper et protéger les populations qui n'ont pas forcément accès facilement à des solutions. Donc, localement, par exemple, on a travaillé avec Caritas en Suisse pour fournir des masques pendant cette pandémie. On a travaillé avec World Vision au Sri Lanka et dans la bande de Gaza. Mais il y a d'autres projets en Inde, par exemple, l'utilisation de la technologie pour permettre l'accès ou la continuité de l'accès à l'éducation des jeunes filles dans des zones rurales peu développées en offrant des solutions d'hygiène féminine, donc de serviettes hygiéniques qui permettaient de neutraliser les odeurs. Donc c'est un peu particulier, mais c'est une des causes pour lesquelles la scolarité est parfois interrompue. Et donc, par l'application de la technologie, on souhaite et on a comme ambition de contribuer à la résolution de ce type de problème. Comme vous l'avez compris, les projets en développement donc, sont axés vraiment sur le déploiement de la technologie pour avoir des solutions durables et réutilisables. De pouvoir utiliser ces technologies sur des supports qui sont en contact avec la nourriture. On pense notamment à tout ce qui est packaging, à des applications dans la restauration également. Je vous ai parlé de la multiplication des supports sur lesquels on peut intégrer cette technologie. Et un des accès forts de notre développement est dans les quelques mois qui viennent, de pouvoir aussi proposer une technologie qui ne soit pas soumise à des réglementations liées à l'utilisation de biocides, qui est un point important dans le développement de solutions de produits chimiques. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, en ce qui concerne les attentes relatives à l'adhésion, évidemment, il s'agit de pouvoir, alors traditionnellement, étant basé à Zug, le développement commercial s'est fait sur la zone alémanique. Donc, on a une forte présence en Allemagne, en Autriche et sur la partie nord de la Suisse. Un des objectifs est également de pouvoir faire connaître nos solutions sur la partie francophone, et on a engagé des travaux évidemment sur la France et sur la Suisse romande. L'objectif, comme vous l'avez compris, on a aussi, donc une part de nos activités qui est liée à des produits finis et une part de nos activités qui est plutôt liée à ce qu'on a appelé du licensing. Et donc, c'est de pouvoir aussi connecter avec d'autres partenaires, que ce soit des fournisseurs, des clients évidemment, mais également des partenaires, des collaborateurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas forcément toutes les capacités pour faire des tests. Nous n'avons pas la taille, nous avons une taille limitée pour déployer nos solutions, et donc on est engagé dans des partenariats de co-branding pour utiliser notre technologie. C'est aussi l'occasion d'offrir nos produits pour les membres de la CCIFS. Donc, j'en profite pour faire part d'une offre qui est actuellement disponible. Quatrième vague ou pas, c'est le grand sujet. En tout cas, il est clair que des produits comme le masque sont de toute façon maintenant plus rentrés dans notre quotidien que ce qu'ils n'étaient avant 2020.
Et donc, aujourd'hui, on a la possibilité d'équiper d'un certain nombre des entreprises, vos entreprises, avec des personnalisations possibles. C'est un exemple que vous voyez. Nous avons sur la photo un partenariat avec l'équipe de Formule 1 Alfa Romeo Racing Orlen. Et donc, vous pouvez voir le produit, entre guillemets, en action. On a aussi participé à soutenir la tenue de certains événements, le Festival du film de Lausanne, le Festival du film de Zug, certains événements sportifs, en protégeant avec différents articles les personnels impliqués dans ces événements. Donc c'est aussi une ambition et donc dans ce cadre-là, on s'adresse évidemment à tout le monde. Voilà, donc je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions et éventuellement envisager des partenariats. Merci beaucoup Xavier pour cette présentation et pour l'ouverture au partenariat qui vient d'être proposé. Alors, on a reçu quelques questions dans la chat box. Nos intervenants ont déjà répondu à quelques-unes, mais bon, si vous voulez revenir sur un point ou un autre, n'hésitez pas à nous en faire part. Peut-être un sujet qui revient et qui s'adresse plus particulièrement à Christelle Herzog et à Philippe Deloison, c'est celui de l'évolution de l'organisation du travail, impactant l'évolution du marché de l'immobilier de bureau. Quelle est votre analyse un petit peu à chaud, parce que vraisemblablement ça va bouger encore ces prochains mois, ces prochaines années, mais tout ce qu'on met maintenant en place en termes de flexibilité, on peut penser au flex office, mais on peut penser aussi au fait que les entreprises externalisent de plus en plus cette partie de l'immobilier de bureau pour avoir des centres qui soient plus proches de leurs collaborateurs et puis avoir de la flexibilité dans la manière dont ces bureaux sont utilisés. Quelle est votre analyse un petit peu à l'un et à l'autre de ces évolutions, peut-être en commençant avec Christelle et après Philippe? Oui, effectivement, Romain, les modes de travail là sont comme vous le disiez, enfin comme tu le disais, en pleine évolution. Il y a eu le télétravail à 100% contraint et forcé, où certaines entreprises ont découvert en fait le télétravail via cette pandémie, n'appliquaient pas du tout. Et puis, de fil en aiguille, les modes de travail évoluent. Les entreprises qui ne faisaient pas du tout de télétravail incluent maintenant une journée, 2 journées, voire plus, voire moins. Ça dépend vraiment de télétravail dans leurs organisations. Là, actuellement, on voit le gros retour au bureau massif, si je puis m'exprimer ainsi, depuis avril-mai. On sent quand même que les gens ont envie de revenir au bureau, ont envie de se revoir, de pouvoir échanger avec les collègues et de ne plus être isolé chez soi comme ça a pu l'être à 100%. Moi, j'ai des demandes, par exemple, j'ai pas mal de grosses entreprises qui viennent vers moi et qui me disent, voilà, aujourd'hui, on avait un bail avec beaucoup de postes de travail et on veut réduire puisque on aura besoin de moins de postes. Comme tu le disais, Romain, on va passer au flex office, donc des bureaux disponibles pour tout le monde en fonction d'un planning où des gens seront chez eux, où des gens viendront au bureau et pour permettre cette alternance et du coup qui cherchent de la flexibilité pour plus s'engager sur du long terme, sur un bail sur 5 ou 6 ans. Et qui viennent vers nous pour pouvoir aménager leurs locaux différemment via ces nouveaux modes de travail. Alors, si je complète, je corrobore tout. Pardon ? Je disais volontiers. Merci Philippe. Donc pour corroborer ce que vient de dire Christelle, je confirme effectivement ce tendanciel, c'est-à-dire on ne peut pas rester au 100% en télétravail, c'est impossible pour certaines entreprises, pour la majorité des entreprises et surtout d'un point de vue social, pour les interactions nécessaires au niveau des employés. Et donc ça veut dire qu'il y a une organisation du travail qui doit se mettre en place. Moi, ce que je dis, c'est des casiers partagés entre des personnes qui vont avoir le même job et qui vont faire une semaine l'un, une semaine l'autre. Donc, en fait, le mobilier se met au service des employés et également pour les aspects hygiéniques.
On voit bien que des casiers qui réduisent les contacts entre personnes, j'allais dire des contacts non utiles ou des dépôts d'objets à des tiers par le biais d'un casier, c'est des choses qui permettent d'assurer la sécurité au niveau de l'hygiène, au niveau des employés. Et ce sont des outils qui se mettent en place que les entreprises commencent à généraliser. Et auparavant, on était plus dans du rangement assez traditionnel. Et là, on inclut ces histoires de distanciation par le mobilier en lui-même. Donc ça, c'est vraiment de la tendance qui est en train de bouger. Les redimensionnements d'espace, c'est ce que je mentionnais dans ma présentation et Christiane en a parlé également. Effectivement, des sociétés qui souhaitaient à un moment donné construire un bâtiment vont le redimensionner en fonction de la présence au bureau un peu réduite. Et donc, ça a des enjeux au niveau des projets en eux-mêmes, ce que retravaillent les architectes. Merci beaucoup. Peut-être une question pour Xavier Payou sur vous avez mentionné, Xavier, la commercialisation, enfin deux business models un petit peu concomitants au sein de l'entreprise avec finalement des produits un peu grand public ou qui s'adressent aux entreprises. Vous avez cité les masques notamment, et puis du licensing pour un certain nombre de technologies que vous avez développées. Comment vous faites un petit peu cohabiter ces deux business models? Est-ce que c'est vraiment deux stratégies différentes ou bien il y a des points de chevauchement? Oui, alors effectivement, donc nous avons ces deux axes de développement. En fait, nous sommes rendus compte que l'adoption de la technologie prenait du temps et c'est une des raisons pour laquelle les masques, par exemple, je dirais, la solution n'a pas été implémentée immédiatement par d'autres industriels. Et donc, aujourd'hui, on utilise les produits grand public. Donc, on développe des masques, on développe un certain nombre de t-shirts, de supports textiles pour le travail de tous les jours, pour apporter du confort. On regarde dans les applications aussi médicales. Mais l'objectif, c'est de pouvoir prouver le concept à des industriels et pouvoir convaincre des industriels que si nous, on peut le faire avec une centaine de personnes, 120 personnes, des industriels peuvent déployer, doivent être capables de le faire à beaucoup plus grande échelle en adoptant la technologie. Les produits grand public sont aujourd'hui commercialisés principalement sur le web par des boutiques en ligne. Et évidemment, la technologie, ce sont des accords de co-développement, des partenariats à plus long terme qui ont lieu en amont dans la chaîne de valeur. Très bien, merci pour ces éclaircissements. Je vois que Régis, bonjour Régis, a levé la main. Je pense que tu as une question ou une remarque. Bonjour à tous. Oui, Romain, mais j'étais plus pour compléter ce que disaient Philippe et Christelle. C'est vraiment l'orientation de ce qu'on ressent au niveau transfert de bureau. Nous, on le ressent avec un impact très fort. J'en avais déjà parlé dans la présentation de Pélichet sur toute la partie donc déménagement et sur la partie transfert de bureau et manutention lourde. On sent très, très fortement que le Covid a permis un temps de réflexion. Et suite à ce temps de réflexion, les aménagements de bureaux plus effectivement le point télétravail a fait que au retour, on va dire, à presque la vraie vie, la majorité des entreprises réadaptent les places de travail. On a, je refais un peu la comparaison, mais on a dans le déménagement classique des personnes privées ou des personnes en B2B, on a un certain niveau qui a été faible du fait du Covid, tout le monde peut le comprendre, mais une compensation qui s'est faite très fortement avec les transferts de bureaux. Et pour aller dans le sens de Philippe et de Christelle, un réaménagement avec des matériaux et des objets plus pratiques, plus nouveaux et pour tout le monde. Parenthèse fermée. Voilà. Merci beaucoup, Régis. Non, j'en profite, Romain, j'en profite. Excuse-moi. Le meilleur exemple reste le déménagement de la chambre d'eau vive vers le booster. Mais ça, je sais que tu seras amène d'en parler le mieux que moi.
Merci, j'ai prévu d'en dire un petit mot en conclusion tout à l'heure. Voilà, on arrive au terme des questions-réponses avec une petite minute d'avance. Merci pour vos questions aux uns et aux autres. On va maintenant passer dans la phase sous-groupe où on va être réunis en groupe, je crois, de 5-6 personnes. C'est Pierre-Marie Durécu chez nous qui gère ça, comme l'ensemble du webinaire d'ailleurs. Et merci à lui d'assurer le back-office, toujours avec un grand professionnalisme et une grande précision. Et donc, je pense que Pierre-Marie va nous basculer maintenant et donc on va se retrouver en petit groupe et je vous retrouverai moi à la fin pour un petit mot de conclusion à 13h. Voilà, à tout à l'heure et merci encore aux intervenants.